bonsoir à tous et à toutes. C'est un plaisir pour moi aussi vous parler ici, vous adresser une réflexion sur les documents d'Abu Dhabi à l'intérieur d'un contexte politique très difficile comme celui d'aujourd'hui. Et ce que je voudrais faire dans mon intervention, c'est effectivement chercher à répondre à une question centrale. Ça veut dire qu'est-ce que ce document apporte au débat sur les droits humains? Est-ce que ce document peut effectivement être un document utile pour la discussion sur une citoyenneté plurielle, capable de gérer des différences, des minorités, des majorités, et donc une complexité de plus en plus évidente? J'avoue aussi que je suis juriste de formation. C'est un peu un embarras toucher ce thème-là parce que je m'aperçois de la difficulté contemporaine de sortir de la rhétorique des droits humains dans un contexte où ça semble un peu difficile de trouver ces droits effectivement respectés. Mais je pense que c'est effectivement dans un monde où les paradigmes changent qu'il faut effectivement se poser la question si ces droits fondamentaux sont centraux ou pas, ou s'il faut les archiver comme un héritage du passé et donc penser que le futur, c'est plutôt des sociétés qui basent leur cohésion sociale sur l'homogénéité, sur le bien-être économique, et donc que les droits fondamentaux ne servent à rien. Donc, mon intervention sera divisée en trois parties. Une première, est-ce qu'il y a une convergence entre les deux rives de la Méditerranée sur le discours des droits fondamentaux, des droits humains, et où se place la déclaration de 2019 dans ce discours? Une deuxième partie, c'est quels sont les problèmes? Il y a une convergence, mais il y a aussi des problèmes. Le troisième, c'est qu'est-ce qu'on peut dire pour le futur après des conclusions. Et je vous les anticipe déjà, comme ça vous pouvez aller dans l'autre salle, que je terminerai en disant que les droits humains restent centraux et doivent aussi pour les communautés religieuses rester un pilier fondamental pour leur chemin. Alors, je vais commencer avec la première partie, les droits de l'homme comme héritage et patrimoine commun. Tout d'abord, souvent, quand il y a un dialogue entre les deux rives de la Méditerranée, on est un peu trompé par le discours de la rive nord, où on parle toujours d'une séparation entre les politiques et les religieux. Il ne faut pas se tromper trop, parce qu'en lieu de la séparation, il faudrait parler plutôt d'une osmose. La politique et la religion se parlent toujours dans toutes les rives de la Méditerranée. Les documents religieux et les documents politiques ont toujours eu dans l'histoire un parcours commun. Donc, il faut parler, si vous voulez, des distinctions, mais la séparation, c'est un mot un peu technique et difficile. Et cette osmose, ce dialogue, on le voit très bien aussi quand on aborde la question des droits de l'homme. Tout de suite, nous sommes aux Émirats. Si je prends la constitution provisoire de ces pays de 1971, je peux lire que d'un côté, l'islam est proclamé en tant que religion officielle de la fédération et la charia islamique une source de législation majeure, mais je lis aussi à l'article 12 qu'une importance fondamentale est attribuée au principe de la Charte des Nations Unies et de l'éthique internationale. Alors, on est dans les années 71. Après ça, on a des documents qui sont des piliers. Vous pensez au document d'Amman 2004, les grands discours de Benoît XVI, de Ratisbonne et la lettre de 138 qui ouvrent un débat nécessaire sur les rapports entre droits de l'homme et raison. Et après 2011, on a toute une série d'étapes où les discours politiques et les discours religieux se croisent. Quelques exemples. 2011, le Royaume du Maroc se donne une nouvelle constitution. Qu'est-ce qu'on lit dans cette constitution, dans les préambules? Le Maroc est un État musulman engagé dans un choix irréversible de construire un État de droit démocratique ayant pour fondement les principes du pluralisme et avec le but de développer une société solidaire où tous jouissent de la liberté, de l'égalité des chances, du respect de leur dignité. Quelle est la conséquence? Et que le royaume s'engage, je cite, à réaffirmer son attachement aux droits de l'homme tels qu'ils sont universellement reconnus dans leur indivisibilité et leur universalité. Et encore, il s'engage à souscrire aux principes, droits et obligations énoncés dans leurs chartes et conventions et aussi à assurer la primauté sur les droits internes du pays
à ces droits internationaux en harmonisant en conséquence les dispositions pertinentes de sa législation générale. Dans les mêmes années, Égypte et Tunisie, 2012 et 2014, de nouvelles constitutions, elles ont été changées, mais si je reviens à ces nouvelles constitutions, la nouvelle constitution égyptienne de 2014 donne même plus d'ampleur à la référence des droits internationaux, et la constitution tunisienne de 2022, même si elle est changée, ne peut pas oublier de reconnaître l'importance de la diffusion de la culture des droits de l'homme, dont les acquis ne peuvent pas être soumis aux révisions constitutionnelles, et reconnaît au traité international une autorité supérieure à celle de la loi. Si on passe de ces discours politiques institutionnels au discours où il y a aussi des prononcements des institutions qui ont des compétences sur les religieux, on voit un parcours qui va en parallèle. 2016, on vient de citer la déclaration de Marrakech qui s'ouvre avec la très célèbre affirmation que les chartes des Nations Unies et les documents tels que la Déclaration universelle sont en harmonie avec la charte de Médine, et il parle d'une relation contractuelle constitutionnelle entre les citoyens. 2017, quelle est la conséquence de ces débats? En retournant sur une fatwa de 2012, 6 membres du Conseil supérieur des oulémas estimaient que la peine de mort devait être réservée à ceux qui trahissent leur pays et non pas à ceux qui changent de religion. En mars 2017, la déclaration d'Al-Azhar qui confie à l'État la responsabilité de la construction d'une citoyenneté commune fondée sur l'égalité des droits et d'obligations et qui invoque cette déclaration un État patriotique et constitutionnel conformément aux principes de l'État des droits. La même année, quelques kilomètres à l'est, la déclaration de l'Ouésé, on est au Liban, beaucoup de Libanais avaient participé à Al-Azhar à la rédaction de cette charge, et on trouve dans la déclaration de l'Ouésé une référence explicite à l'État national constitutionnel où la civilité règne et où la religion et la politique sont séparées. Encore, 2018-2019, la charte de la nouvelle Alliance de la Vertu, qui fait référence à l'alliance des Foudoul, donc à une certaine idée d'universalisme pré-révélation, même dans la tradition islamique, dans une sorte de droit naturel musulman. Et donc on voit une osmose qu'on la retrouve tout au long de l'histoire de la rive nord entre les régimes de chrétienté et ce qui a été le processus de formation de l'État moderne. Et regardez que cette osmose est nécessaire parce que l'alternative, c'est la guerre. Parce que lorsque les droits humains deviennent l'occasion de confrontations et de refus, vous voyez la position de l'Église orthodoxe russe vis-à-vis des droits humains, ça va s'enraciner à des conflits qui peuvent être effectivement passés à la violence. Et donc l'alternative au discours des droits humains n'est pas effectivement une alternative si pacifique. Donc les droits de l'homme ont acquis dans les temps une valeur symbolique fondamentale. Symbolique parce qu'ils unissent des personnes qui se reconnaissent en eux, mais aussi symbolique parce qu'ils sont quand même en pierre de division, dans le sens qu'il faut y aller ou et s'il ne va pas vers ces discours, on prend des autres routes. C'est intéressant que dans ces documents, il y a des acteurs qui retournent. Le rôle du cheikh Abdullah bin Baya, fondamental dans différents documents, a été déjà souligné. Et c'est là qui se place les documents de 2019, cette déclaration, ces documents sur la fraternité universelle. Il y a quelques points que nous connaissons que je voudrais répéter ici. Les premiers, on trouve, et je cite, le concept de pleine citoyenneté fondé sur l'égalité des droits et des devoirs, d'où le refus d'un usage discriminatoire du terme minorité, on l'a déjà vu. 3. L'idée d'une relation indiscutable et basée sur une réciproque nécessité des relations entre Occident et Orient, avec, on disait, l'Orient qui produit une spiritualité pour l'Occident, mais attention, l'Occident ne produit pas seulement des techniques, mais les documents disent aussi que l'Occident peut aider l'Orient à dépasser ses divisions. Et je vais retourner là-bas parce que c'est un passage, à mon avis, très important. 4e, l'assertion de l'importance des différences religieuses, du respect de la différence religieuse, mais à l'intérieur d'un cadre où les droits humains généraux et communs sont reconnus. Alors, face à ces premières je dirais, catégorisation générale, j'ai 4 observations importantes pour conclure cette première partie.
Premièrement, il me semble que le discours institutionnel des deux rives puisse confirmer une certaine convergence rhétorique au moins sur le discours des droits humains. Deuxièmement, il ne me semble pas que ce discours soit un discours d'uniformisation qui va gommer les différences. Et si on va lire les textes dans leur intégralité, on trouve dans les textes de la rive sud la référence à la prééminence accordée à la religion musulmane en tant que référentiel national, la référence souvent implicite seulement à certaines catégories de religions, les religions du livre, la référence à un concept des droits de l'homme selon la vision islamique, et là les textes de l'Organisation de la coopération islamique sont très intéressants et importants. Troisièmement, tout cela dit, il ne faut pas dire, à mon avis, que ces réserves manifestent une rhétorique qui, en réalité, c'est un double jeu, donc en réalité, les droits de l'homme ne sont pas intéressants pour la rive sud. Parce que dans les mêmes textes où on parle de référentiel musulman, de la défense d'une identité, on trouve aussi une volonté de placer ces discours dans un climat d'ouverture, d'équilibre, d'attention à l'histoire, mais aussi d'ouverture à une pluralité qui avance. Et par exemple, il est intéressant ce qu'un juriste marocain, Mohamed Mouakit, il dit, une réflexion qu'il fait, c'est que la rhétorique des droits de l'homme, dit Mouakit, se heurte au fiqhisme ancré dans la culture de la société, de sorte qu'elle est généralement obligée de se placer sur le terrain de l'argumentation religieuse. Cela est vrai, mais attention, c'est vrai aussi le contraire. Même le fiqhisme, ce qu'il appelle Mouakit, doit se placer désormais sur le terrain des droits de l'homme pour être complètement légitimé. Donc il y a des discours qui se croisent, l'osmose qui avance. Quatrièmement, il ne faut pas oublier, et ça on le voit en regardant les relations de la Saint-Siège vis-à-vis des droits internationaux, la spécificité des religions. Alors la Saint-Siège, quand signe un traité international, a toujours deux problèmes. Le premier, c'est que la Saint-Siège a une position originaliste, dans le sens que le droit international, on fixe une sentence, mais cette phrase, dans les tempes, acquit des significations nouvelles. Et la Saint-Siège dit, mais moi, j'ai signé un document qui disait égalité hommes et femmes. Je me trouve dans les mêmes textes, les mariages homosexuels. Mais quand j'ai signé ça, donc là, il y a l'originalisme de religion vis-à-vis du droit international, et ça, c'est une question qui est particulière des religions. Et la deuxième, c'est l'attitude continuiste. Les religions ont besoin de démontrer que ce qu'ils approuvent de nouveau, ils ont toujours dit dans le passé. Ça, le catholicisme le connaît très bien. Donc, les discours, l'attention au langage, au retour historique, il faut toujours fonder la nouveauté. Et c'est là, une argumentation purement séculière d'innovation n'arrive pas toujours à comprendre ce qui est propre des traditions religieuses de toutes les catégories de la rive de la Méditerranée. Cela dit, la dernière, et je conclue la deuxième partie, c'est que ces discours sur les droits de l'homme, ces documents, démontrent, à mon avis, aussi une autre chose, les documents de 2019, qui, à mon avis, s'est terminé un peu l'âge des documents islamiques sur les droits de l'homme et aussi l'âge des documents occidentaux. On est entré, effectivement, dans l'âge où ces droits doivent trouver une parole commune, comme disait la lettre de 138. On n'est plus à l'état de la Déclaration des droits de l'homme islamique, des Caire de 1990. C'est vrai que l'Organisation pour la coopération islamique dit encore qu'il faut une convention internationale islamique, mais on ne la voit pas au moment, et le défi, c'est plutôt parler les mots communs. Les droits universels sont vraiment universels s'ils deviennent un patrimoine où tous ces héritages peuvent se confronter. Et c'est intéressant que les documents parlent d'Orient et d'Occident. Ne parlent pas d'Europe chrétienne ou d'Ar al-Islam, ils parlent des espaces qui ne sont pas des réserves pour une religion ou l'autre, mais sont des espaces où les hommes, les personnes, hommes et femmes et personnes, sont appelés à vivre et donc à trouver leur citoyenneté. Donc, si cela c'est une rhétorique positive, il y a l'autre face de la médaille qui est un peu plus compliquée. Parce que si je vais voir ce que la Commission juridique de l'Union européenne a dit en 2019 vis-à-vis de certains pays à majorité musulmane, je trouve que la Commission européenne a dit
bon, la charia est incompatible aux droits de l'homme. Donc, l'Union européenne dit, là, je ne vois pas un terrain commun sur les droits de l'homme. Mais alors, si cela est vrai, est-ce que le cheikh d'Al-Azhar, qui est charaïtique, on peut dire, il parle des droits de l'homme, et ça, c'est une sorte de trompe-l'œil qui n'a pas de sens. Est-ce que les deux leaders religieux n'ont pas d'autorité? Alors, il faut lire ce que la Commission a dit. La Commission dit que le problème, c'est qu'en matière de droits humains, il n'y a pas de place pour les exceptions religieuses ou culturelles. Les États membres et les partenaires pour les démocraties devraient renforcer le pluralisme religieux, la tolérance et l'égalité pour tous. Donc encore, c'est un langage un peu articulé, c'est un peu compliqué parce qu'il n'est pas possible un pluralisme sans exception et sans accommodation. Donc, il parle de la charia, mais en même temps, il reconnaît qu'il faut un pluralisme, qu'il faut une attention aux droits de l'homme. Alors là, je passe à la deuxième partie. Quelles sont les questions ouvertes? Et je vous ferai voir quelques slides d'un projet de recherche qu'on a en cours maintenant sur deux questions fondamentales qui sont l'école et la famille. Là, c'est un terrain important à niveau politique où les droits de l'homme sont très, très fortement engagés et c'est là où l'Union européenne peut voir qu'il y a des problèmes. Ces projets, vous les trouvez sur Internet. Il est parti sur les pays de la rive nord. Il est en train, pour la première fois, de prendre en considération aussi des pays de la rive sud. C'est intéressant que dans la rive nord, on donne des numéros aux pays de l'Europe, on mesure les libertés. On n'a pas fait le même sur les pays de la rive sud parce qu'on respecte des histoires, des trajectoires différentes, mais on a regardé. Voilà, si on prend les mariages, on prend les pays de la rive nord, on a normalement la possibilité, en pluralisme, qui veut dire que les communautés religieuses peuvent célébrer des mariages qui sont destinés à être reconnus par l'État, mais l'État, à côté de ces mariages, garde un mariage pour tous, donc un mariage civil, et l'État filtre les normativités religieuses. Donc, les religieux peuvent garder leur spécificité, mais tout en étant reconnus comme porteuses de normativité et donc d'un droit à établir des législations en matière familiale. La même chose, on la voit dans des autres pays, vous pouvez aller sur Internet et voir tout cela. Et donc, il n'y a qu'une exception européenne, les mariages en France, où il n'y a pas de reconnaissance, et surtout, il y a une obligation à se marier avant tout avant l'État et seulement après devant les religions. Ça, c'était aussi en Allemagne, dans d'autres pays, mais ça a été dépassé parce qu'on a pensé que la liberté de conscience ne pouvait pas obliger la personne à se marier avant tout avant l'État et après avant l'Église. Donc, ça, c'est une exception. Donc, on pourrait dire que le système de la rive nord protège d'un certain sens, ça c'est un droit à l'égalité, mais on pourrait dire que le droit à la différence, ça peut être un peu plus difficile sur la rive nord, dans le sens qu'il y a une tendance à homogénéiser, donc une égalité qui pousse à gommer, si vous voulez, un peu les différences, et donc c'est une égalité qui est vécue seulement plutôt dans une autre direction. Or, si on va dans la rive sud, on a une situation différente. Donc, il y a des pays où il n'y a pas de mariage civil, donc les personnes sont obligées à se marier selon des rites religieux, même s'ils n'ont pas, s'ils appartiennent seulement formellement, même s'ils ont changé leur conscience, ils ne croient pas. Donc, il y a des problèmes vis-à-vis même à la validité du mariage, on pourrait dire du point de vue canonique, et donc il y a une loi religieuse qui n'est pas mise en parallèle avec une loi générale de l'État qui répond à toute autre question des autres personnes qui ne partagent pas, qui n'appartiennent pas à ces groupes. Et même... 5 minutes? Oh là là! Et même des pays qui ont des législations qui sont législations générales sont fortement influencées par les droits de leur tradition religieuse. Alors, qu'est-ce que je peux summariser? Quelques conclusions. Alors, j'aurai 5 points et j'espère 1 minute pour point déterminé. Les premiers,
Alors, il existe une alternative entre l'idée des statuts personnels et donc d'un pluralisme radical et la négation de la diversité. On a parlé de pluralisme juridique, mais il faut ajouter deux adjectifs. Un pluralisme hiérarchisé et tempéré. Ça veut dire que le pluralisme constitutionnel, c'est hiérarchisé parce qu'il faut reconnaître au droit de l'État la compétence dans la gestion générale des statuts personnels des personnes, des droits fondamentaux des personnes. La souveraineté qui, dans le XIXe siècle, était légitimée par la force, aujourd'hui est légitimée par le rôle de l'État de défenseur des droits de l'homme. L'État reste le garant des droits de la personne. Sans État, la personne est effectivement dans un état de nature où des associations, des églises, des religieuses peuvent écarter ses droits. Tempéré parce que l'État constitutionnel reconnaît la diversité. On a parlé de laïcité, mais regardez qu'en Europe, il y a différentes laïcités. Il y a une laïcité, des laïcités inclusives qui reconnaît le pluralisme. Deuxième aspect, je viens de dire déjà, la souveraineté de l'État vis-à-vis du pluralisme, et donc la souveraineté et les droits de l'homme comme très attachés. 3, la reconnaissance par les documents de 2019 de l'Occident comme les rôles qu'il peut porter pour dépasser les divisions de l'Orient. J'aimerais penser que cette référence à l'État constitutionnel, dépasser la division, ça veut dire que peut-être l'expérience de l'État constitutionnel qui a été si difficile pour les catholiques pourrait aussi être de quelque utilité. 4e, ce document est signé par 2 leaders religieux qui sont en tant que tels, pas comme leaders d'institutions étatiques, mais se posent dans leur confessionnalité. Et là, c'est important comme représentante aussi d'une société civile qui n'est pas forcément celle de l'État. Bokenford a été évoqué. Il faut reconnaître que sans un poussé social, les valeurs ne peuvent pas être garanties. Et donc, parfois, ces documents, les dialogues interreligieux, donnent voix à ceux qui n'ont pas de voix, parce que peut-être que les représentations politiques sont plus dialectiques, oublient parfois ce qui se passe ailleurs. Et on les voit, ce rôle médiateur des religions, dans la Constitution marocaine encore, l'article 3, l'islam est la religion de l'État qui garantit à tous les libres exercices de culte. Qui? C'est l'État ou la religion? Alors, ça c'est l'osmose. Comme l'Italie avait la laïcité dans les crucifixes, le Conseil d'État dit c'est les crucifixes dans les écoles qui protègent les autres. Vous voyez une sorte d'osmose. Et je viens de terminer ici. Et 5e point, les rôles de la Méditerranée. Il y a des religions qui sont majorité ici, mais sont minorités en Europe. Et à l'inverse, des religions qui sont minorités ici, mais qui sont majorité en Europe. Alors, il faut écouter ces dialogues transversaux entre différentes communautés, et peut-être ces dialogues partagés entre communautés pour nous faire avancer un nouveau langage. Quoi faire? J'ai conclu avec cette citation du document de la fraternité, nous invite vers à traduire la réflexion sur les droits de l'homme en politique, décision, texte législatif, un programme d'études, matériaux de communication, la participation de toutes les écoles, les universités, les instituts d'éducation et de formation afin de contribuer à créer de nouvelles générations qui portent les biens, la paix et défendent partout les droits des opprimés et des derniers. Et je pense que c'est ce que ici on est en train de faire et que sera le chemin de demain. Merci.